Well, Mr. President, Emmanuel, welcome again. You have enjoyed a very warm and very rapturous welcome here in Sydney. I think Australia appeals to you, and you appeal to Australia and Australians. So, thank you so much. We've had a very good discussion here today at Africa House with our colleagues, our ministers, and we've recognised, as we have in our previous events and speeches, how our two nations have so much in common. We've talked about and honoured the joint sacrifices on the battlefield and reflected on the sacrifices in France in the First World War, indeed in the Somme region, where you were born and grew up. And of course, that joint sacrifice marks our history. It defines our history and our remembrance. It is the foundation, but our future is defined by the opportunities and the shared values, the timeless values of freedom, the rule of law, democracy, equality of men and women, mutual respect. These timeless values are never more timely than they are today. And they define our two nations and our two great democracies. Democracies. Australia and France are forces for good in the world. We stand here united, working together to protect and support peace and prosperity. And as I said in Villers-Bretonneux last week, the bond which was forged on the Western Front is as strong as ever. Over 100 years later, we continue to stand side by side and act against threats to our security and to our values. We act against terrorism, against those who seek to undermine the integrity of our democratic institutions, against governments that use chemical weapons against their own people or other nations' people. But our relationship is not defined by what we stand against, rather by what we stand for. The President said in his book, Révolution, he said he is a man of for. He said, Je suis un homme du pour. And you are a positive leader, and we are positive too. We stand for shared values of freedom, democracy and opportunity. Our support for the international rules-based order, which underpins our security and which assures us that might is not right. Critically important, as one of the great leaders in our region, Lee Kuan Yew, the founder of Singapore, his son, of course, Lee Hsien Loong, is the Prime Minister today. As Lee Kuan Yew said 50 years ago in the 1960s, he said, we don't want to have a world where the big fish eat the little fish and the little fish eat the shrimp. And that is what the rule of law does, and that is why we stand together to defend it. And we recognise too that a commitment to free and open trade is also underpinned by the rules of law and forms the bedrock of our shared prosperity. We've had some very substantive exchanges today. We've committed to strengthening our cooperation in the Indo-Pacific. We share the vision of a free, open and prosperous Indo-Pacific, and we'll work closely to realise it, whether it is closer cooperation on maritime activities, support for our friends in the Pacific through humanitarian and disaster relief, support for infrastructure in the region. France is a Pacific power. It is a Pacific nation, and its significant presence in the region can only bring benefits to Australia and to the region more broadly. We welcome that and will continue to work closely with France in our region. We've discussed our joint commitment to the fight against terrorism, and we continue to stand shoulder to shoulder in that fight, including through joint action in Iraq against ISIS. We've agreed to host the next international conference on terrorist financing, following on from the one President Macron hosted last week in Paris. There must be no money for terror. We have to cut off their finances, and by doing so, we reduce and diminish their capability to do us harm.
We've both condemned in the strongest terms the use of chemical weapons in Syria, and I made clear to the President that Australia strongly supports the action France took with the United Kingdom and the United States in response to the latest chemical attack in Syria. And of course, we've discussed and both remain committed to a political solution in that troubled country. We've discussed our future submarine program, which is laying the groundwork for even deeper collaboration in defence. We're building together the world's most advanced non-nuclear submarines for our Navy. This $50 billion program represents a strategic partnership that will last for generations. And as the design matures and we start the building phase, Australians will return home from France and pass on the cutting-edge knowledge gained from their counterparts. The establishment of a sovereign defence industry in Australia is a vital national objective of my government. This is a great national enterprise, our whole defence investment plan. Critically important, Mr. President, you are our partners in this great project. Today we're issuing a joint vision statement to set a framework for a shared future of cooperation, joint ambition and innovation through the Australian-France Initiative, or AFINITY. AFINITY will strengthen our collaboration and usher in a new era of Australia-France cooperation. It's always been a very cooperative and amicable relationship, a very positive relationship between good friends with shared values. But Mr. President, your visit is taking it to new heights. We are accelerating a great partnership and a strong friendship. We've charged our respective foreign ministers, Julie Bishop and Jean-Yves Le Drian, to take on the task of carrying the project forward. And as a first step, the President and I are announcing a number of ambitious new initiatives. We've witnessed a new agreement on mutual logistics support that will enhance operability between our armed forces to respond to common challenges, such as humanitarian crises and natural disasters, where we already work together, especially in this region. There'll be a new defence industry symposium to strengthen defence and business cooperation beyond the submarine program. It'll identify investment opportunities for Australian and French companies and ensure Australian defence industry is equipped with the knowledge and skills to be competitive in the global market. We've signed a letter of intent to enhance cyber cooperation, to improve information sharing and better work together to counter malicious cyber activities, whether by state actors or by their proxies, by criminal networks or terrorist groups. We both have reaffirmed that the laws that apply offline should apply online. And we've committed to joint action on climate change, adaptation and environmental protection, and agreed to work together on reef resilience, the resilience of coral reefs in the Pacific. As founding members of the International Solar Alliance, we'll focus on ways to mobilise finance and develop technologies to harness and deploy solar energy in the region. As I was saying to you, Mr. President, we're also in the process of building the biggest battery in the Southern Hemisphere, Snowy 2.0, which supports renewable energy. And I might say Australia has the largest percentage of rooftop solar in the world. So we have certainly embraced the principles of that solar alliance. Last weekend, we announced the single largest investment ever to ensure the resilience of the Great Barrier Reef in the face of climate change and other threats. And that resilience research that is going on as well is going to be vitally important to every other coral reef. For the first time, under our National Energy Guarantee, we are integrating fully climate and energy policy, ensuring that electricity is affordable, reliable, and meets our emissions targets under the Paris Agreement. I've also welcomed the signing of a number of agreements with the President, including memorandums of understanding between Australian and French universities and research institutions on important projects like quantum computing, few more important than that, solar energy and cancer research. Whatever field you can identify where French and Australian intellects are brought together for the betterment of mankind, we are ensuring that that is being done and will be done more so in the future. We've also talked about free trade. We've talked about the importance of an Australia-EU free trade agreement
which will promote further trade between Australia and the EU and, of course, Australia and France, which totaled almost $9 billion in 2016-17. We both understand that free trade and open markets are good for jobs in France, good for jobs in Australia. And so we've established a new ministerial dialogue on trade and investment to broaden and deepen our economic relationship, help drive economic growth and job creation in both countries. We've discussed our deep business relationships across the board with both Australia and France, committed to increased investment and reduced company tax to drive that investment, growth, innovation and jobs. Mr. President, you have here in Australia great friends. You welcomed Lucy and I so warmly to the Elysee after we had our first encounter in Hamburg. You are here among friends. Australia welcomes you. We thank you for your friendship, for your partnership, and we look forward to the partnership between Australia and France going to even greater heights under your leadership. Thank you. Thank you, Mr. Prime Minister. Dear Malcolm. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci aux autorités australiennes et aux Australiens pour leur accueil dès hier après-midi. J'ai en effet tenu à effectuer cette visite en Australie dès la première année de mon mandat, avec une importante délégation ministérielle, parce que je crois beaucoup, Monsieur le Premier ministre, cher Malcolm, à la pertinence et l'avenir de notre partenariat. Nous sommes profondément liés par le souvenir, vous l'avez rappelé, ensemble ce matin, comme vous l'avez vécu la semaine dernière, en vous rendant aux cérémonies de l'Anzac Day en France, et je vous en remercie à nouveau, et je crois que votre passage ainsi que le mémorial qui a été financé par votre pays sont d'importants signes justement de ce lien. Nous avons ce matin rappelé devant le mémorial de Sydney et en décorant 3 vétérans de la Deuxième Guerre mondiale l'importance de l'engagement constamment pris par l'Australie, du lourd tribut payé par Diggers aux côtés de nos poilus durant le premier conflit mondial, au nom de la liberté. Et combien d'ailleurs cette histoire, cet engagement international de votre pays a été constitutif de l'identité même de la nation australienne. Je voulais à nouveau vous remercier pour cet engagement, remercier l'ensemble de vos compatriotes et des lycéens de la ville d'Amiens, où j'ai moi-même grandi, nous accompagner ce matin. Nous avions également des élèves de Canberra et de Nouméa qui étaient avec nous et qui ont les uns et les autres reconstitué une partie de cette mémoire commune qui touche l'Australie, la France, dans toutes ses terres et dans toute sa chair. Mais cette histoire nous permet aussi de construire une relation contemporaine extrêmement forte et qui est pour moi basée sur, d'une part, une vision de long terme extrêmement cohérente et une volonté d'agir très rapidement ensemble face aux défis contemporains. Beaucoup de progrès ont été faits depuis le contrat de 2016 que vous avez décidé d'octroyer à la France pour les 12 sous-marins nouvelle génération. Mais ceux-ci sont en train aujourd'hui de s'inscrire dans une relation plus forte, plus structurante, relation stratégique qui a été signée un instant par nos ministres et sur laquelle ils vont continuer à travailler et qui doit s'élargir au domaine évidemment stratégique et diplomatique, mais également à travers l'initiative franco-australienne Affinity que nous lançons aujourd'hui à travers des thématiques économiques, culturelles, éducatives, de recherche, de mobilité étudiante. Nous avons, je crois pouvoir le dire, un objectif commun: faire de nos deux pays les axes d'un partenariat nouveau en Indo-Pacifique. Et je souhaite vraiment le seul pays présent dans le Pacifique l'un des tout premiers partenaires de l'Australie dans les 10 ans à venir. C'est extrêmement important pour les intérêts de nos deux pays et je crois que c'est également très important pour la France. Nous avons des territoires pacifiques
La Nouvelle-Calédonie, où je me rendrai dès demain, et je salue la présence du président de la collectivité à nos côtés, Wallis et Futuna, la Polynésie française. Nous avons évidemment des territoires en océan Indien, avec Mayotte et la Réunion. Ces territoires sont une chance pour la France. C'est une chance formidable, c'est une présence dans le monde. C'est dans la zone Indo-Pacifique, un peu plus d'1,5 million de nos concitoyens qui vivent. Ce sont 8000 de nos soldats qui sont investis. C'est 85% de notre zone économique exclusive. Et c'est une large partie de notre biodiversité. Et donc à travers la relation bilatérale que nous avons, c'est aussi faire de cette présence Indo-Pacifique française une chance à plein. Alors, la première chose sur laquelle je voulais tout particulièrement insister, c'est évidemment le rehaussement de notre partenariat stratégique Indo-Pacifique et dans le monde. Nous avons des visions stratégiques très alignées, vous l'avez rappelé dans votre propos, et je veux ici vous remercier pour le soutien de l'Australie, très clair, à l'opération que nous avons menée avec les États-Unis et le Royaume-Uni contre les capacités et chimiques du régime syrien. C'est cette même vision que nous développons depuis plusieurs années au Levant, avec un engagement très fort de votre pays dans les troupes de la coalition internationale. C'est cette même vision que nous avons dans la lutte contre le terrorisme, où notre coopération est excellente. Vous étiez représenté le 26 avril dernier à Paris pour la coalition que nous avons constituée lors de la conférence No Money for Terror, et l'Australie a je vous en remercie, Monsieur le Premier ministre, qu'elle organiserait la conférence de suivi des engagements pris dès 2019. Et c'est ce même engagement que vous prenez, que nous prenons ensemble dans la lutte contre les groupes terroristes en Asie du Sud-Est, au Pakistan ou en Afghanistan. En matière de lutte contre la prolifération nucléaire, nos vues sont là aussi convergentes. Sur la Corée du Nord, les avancées en cours et en particulier le récent sommet intercoréen sont positives. Et notre objectif est bien la dénucléarisation de la péninsule. La France et l'Australie défendent ainsi très clairement cette avancée, comme elles défendent le contenu de l'accord sur le nucléaire iranien qui est essentiel pour notre sécurité collective et la volonté de poursuivre ce travail, comme je l'ai exposé la semaine dernière à Washington. Nous actons également aujourd'hui une coopération nouvelle dans le domaine de la cybersécurité, ainsi qu'un accord de soutien logistique mutuel entre nos forces armées, ce qui est une étape supplémentaire dans la qualité et la force de ce partenariat stratégique. Nous avons également la même préoccupation sur les risques et les menaces qui traversent la région. Les rivalités entre puissances, les tensions identitaires, les trafics de toutes sortes qui prospèrent sur le manque de développement lié en très grande partie au dérèglement climatique. Et à ce titre, je dois dire que l'accord que nous signons aujourd'hui, comme les échanges que nous avons eus, montre combien nous avons conscience de ces enjeux et combien notre volonté est commune d'y apporter une réponse coordonnée. Notre priorité partagée, c'est de construire cet axe Indo-Pacifique fort pour garantir à la fois nos intérêts économiques et de sécurité et pour promouvoir dans une région clé pour les équilibres mondiaux la paix et la stabilité. Nous y reviendrons cet après-midi, en particulier sur la base de Garden Island, les forces françaises du Pacifique et les forces australiennes. Le dialogue trilatéral Australie, Inde, France a ainsi vocation à jouer dans cette construction un rôle central, comme je l'ai évoqué lors de ma visite en mars dernier avec le Premier ministre Narendra Modi. C'est dans ce cadre de confiance aussi et de vision commune que s'inscrit notre coopération en matière d'armement. Nous avons fait un point précis sur la modernisation des sous-marins de classe Collins et sur le projet qui nous lie depuis 2016 pour le design et la construction de 12 sous-marins conventionnels. Et j'ai confirmé au Premier ministre australien qu'il pouvait pleinement compter sur la France pour que cette ambition navale, politique et industrielle soit une parfaite réussite. Il
Il y a quelques mois, vous avez évoqué ce passage par Paris après notre G20 à Hambourg. Vous vous êtes, Monsieur le Premier ministre, rendu dès le lendemain à Cherbourg. Où vous avez pu constater que tout était mis en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les ressortissants australiens engagés dans ce grand projet. 2018 sera donc à ce titre une année très importante et nous avons constaté que les discussions en cours avançaient à un bon rythme, dans de parfaites conditions, et nous avons bon espoir que dans les prochaines semaines, la signature du Strategic Partnership Agreement sera possible. Le deuxième élément sur lequel je souhaitais insister tout particulièrement, c'est la mise en place d'initiatives conjointes pour la lutte contre le changement climatique dans la région. Cela s'inscrit pleinement dans ce cadre stratégique et c'est pour nous un sujet essentiel. Notre patrimoine commun, qui est le Pacifique, qui est un trésor de culture, de civilisation, de biodiversité, est menacé à plusieurs égards par les conséquences du dérèglement climatique. J'ai souhaité rencontrer, lors de mon déplacement en Nouvelle-Calédonie, qui commencera demain, les chefs d'État et de gouvernement ainsi que les représentants des pays membres de la communauté du Pacifique et des organisations régionales. Et nous aurons cet échange. Et je salue aussi votre impulsion qui a conduit à la ratification par l'Australie de l'accord de Paris et son engagement pour en défendre les acquis à l'échelle internationale. Mais nous avons décidé ensemble d'agir, au-delà de ces engagements communs, sur 3 sujets essentiels. Le premier, avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et Monsieur le Premier ministre vient de confirmer son accord, nous prenons l'initiative pour mettre en œuvre l'engagement du One Planet Summit, conclu le 12 décembre dernier à Paris, sur l'adaptation et la biodiversité dans le Pacifique. Un fonds multibailleur sera mis en place pour mutualiser les ressources, mieux les mobiliser sur des projets concrets immédiatement opérationnels. La deuxième initiative que nous lançons, c'est une initiative conjointe pour mieux comprendre la résilience des récifs coralliens et donc mieux agir pour protéger ces écosystèmes. Vous l'avez évoqué, vous avez décidé de nouveaux investissements pour la préservation de vos récifs coralliens. Nous avons une expertise en la matière et ont déjà pris beaucoup d'engagements. Nos instituts de recherche et ceux de nos territoires dans le Pacifique seront pleinement mobilisés dans le cadre de cette initiative. Enfin, le troisième axe de ce travail conjoint, c'est dans le cadre de l'Alliance solaire internationale de mener ensemble, dans le Pacifique et l'océan Indien, des programmes de formation sur l'énergie solaire, car le potentiel est immense dans la région, et de développement de projets conjoints. Troisième sujet sur lequel je souhaitais ici revenir rapidement, c'est la construction d'un partenariat franco-australien global qui correspond aux ambitions de nos deux pays pour l'innovation, l'éducation, la recherche, la culture, la santé. L'économie australienne, avant toute chose, a connu depuis les 30 dernières années une croissance exceptionnelle et vous souhaitez aujourd'hui diversifier votre économie en misant sur l'innovation. Nous répondons donc présents et plusieurs accords ont été signés en notre présence ou actés en notre présence entre nos instituts de recherche, impliquant le CEA, le CNRS, le CNES, pour développer nos échanges étudiants, la formation de nos ingénieurs, y compris dans la dynamique de notre coopération sur le naval. Et des accords ont été ainsi conclus entre l'ENSTA de Bretagne et l'Université d'Adélaïde, et entre l'École centrale de Nantes et Flinders University. Je l'ai dit au Premier ministre, nous sommes très heureux que 200 000 jeunes Français aient pu découvrir l'Australie au cours des 10 dernières années grâce au visa vacances-travail. Je l'ai testé hier soir encore sur les quais avant de rejoindre le terrain que nous voyons derrière nous. They were all at East Circular Quay last night. Exact. I do confirm. Mais donc je suis très heureux de cette attractivité, je souhaite que nous puissions la développer, mais je souhaite que nous puissions accueillir aussi beaucoup plus d'étudiants australiens en France. Nous devons aller beaucoup plus loin en développant aussi la francophonie en Australie, en disant aux jeunes Australiens qui nous écoutent que des formations de très haute qualité en France
sont faites en anglais, permettent d'ailleurs d'évoluer dans un environnement pleinement bilingue. Des accords économiques sur des domaines de haute technologie ont aussi été conclus, sur la sécurité du trafic aérien avec Thales, dans le secteur des énergies renouvelables avec Neoen, et la délégation qui m'accompagne. Est constitué de nombreuses PME et ETI très performantes qui veulent travailler en Australie et participer justement à cette intensification. Et cet après-midi ensemble, nous verrons d'ailleurs un accélérateur permettant de donner toute leur place à ces petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire dans la construction du partenariat. Je vous confirme aussi le soutien de la France aux négociations entre l'Union européenne et l'Australie. Je l'ai dit au Premier ministre, nous serons vigilants sur nos intérêts agricoles et ceux de nos territoires du Pacifique, sur nos engagements climatiques. Mais depuis un an maintenant, les discussions que nous avons ensemble et la préparation de ces négociations ont permis d'avancer de manière très claire sur ce sujet. Nous avons enfin défini aussi une coopération entièrement nouvelle dans le domaine de la santé pour mieux travailler ensemble et échanger les bonnes pratiques, en particulier sur la lutte contre le cancer et le tabagisme, où l'Australie a des résultats remarquables. Et je dois dire, ministre ne sait bien qui œuvre chaque jour en la matière, si la France a beaucoup à progresser, c'est en matière de prévention. Et à ce titre, l'exemple australien est inspirant et je souhaite qu'à travers les partenariats que nous allons conclure, nous puissions avancer de concert sur ce sujet et sur également de nombreux sujets de recherche scientifique conjoints que nous avons évoqués. C'est donc une dynamique renouvelée, incluant tous les domaines que nous définissons aujourd'hui pour notre partenariat. La culture y a aussi toute sa place, ainsi que les résidences croisées entre nos artistes. Demain, nous serons ensemble à Carriage Works, dans le cadre de la Biennale de Sydney, à laquelle de nombreux artistes français venus aussi de Nouvelle-Calédonie participent. Et ce sur quoi je voudrais conclure mon propos et insister, c'est de rappeler ici l'importance de cette stratégie que nous sommes en train d'élaborer. Elle touche tous les domaines d'activité et elle prend en compte la cohérence de la géographie française. Nous voulons vraiment ici donner une impulsion nouvelle et je souhaite par ma présence auprès de vous et dans votre pays donner une nouvelle impulsion à l'insertion régionale de nos territoires du Pacifique dans les domaines économiques, touristiques, climatiques, culturels, gastronomiques et universitaires. L'ensemble de nos territoires indo-pacifiques ont une part de cette réussite à obtenir. Et par le truchement de cette relation, c'est aussi avec ces territoires et donc toute la République française que nous souhaitons agir utilement. Je crois donc très profondément à la force de notre partenariat stratégique et de l'ensemble de ce que nous avons décidé, parce que c'est le bon moment, parce que nos valeurs sont communes, parce que nos peuples l'attendaient, et parce que nous avons trop longtemps attendu, Monsieur le Premier ministre. C'est donc pour maintenant. Merci beaucoup. Thank you. Now, I think we have some questions, and the first is from Andrew Schausch. Yes. Bonjour. Hello. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, bonjour. Azim Chaouch pour Quotidien. J'ai une question liée au débordement du 1er mai d'hier. Déjà, j'aimerais savoir si, selon vous, l'État a bien anticipé ou s'il a minimisé ce qui allait se passer. Dans le prolongement, craignez-vous une radicalisation de la contestation sociale? Enfin, plus personnellement, qu'avez-vous ressenti en découvrant ces images de violence à la télé?
Le 1er mai est une journée internationale pour le travail, qui est un acquis de grande lutte du 19e siècle. La journée du travail, c'est la journée des travailleurs, ce n'est pas la journée des casseurs. Et j'ai eu l'occasion, cette nuit, de condamner avec force ce qui s'est passé. J'ai une règle, c'est de ne pas m'exprimer sur les sujets français quand je suis à l'étranger. C'est à la fois une règle de courtoisie à l'égard de ceux qui m'accueillent et une règle de bon fonctionnement de l'État. En conférence de presse avec un homologue étranger, ça n'est pas pareil qu'un tweet hors contexte ou sur site. Donc vous comprendrez bien que la correction et les principes que j'ai fixés moi-même dès le début du quinquennat, qui sont des principes de bon fonctionnement, m'impliquent à ne pas aller plus loin dans la réponse. Mais il y a un Premier ministre et un ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui étaient sur place, qui ont pris les décisions qui convenaient. Il y a eu des interpellations qui ont été effectuées, toutes les mesures ont été prises. Et je ne peux ici que condamner à nouveau avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé. Il s'agit ni d'avoir une inquiétude déraisonnable, mais simplement d'avoir la plus grande fermeté. Il y a un gouvernement, il y a un État, il est dirigé et il continuera à agir. Andrew Thomas from Al Jazeera Television. Mr. President, you've just been in Washington. Do you think President Trump has been persuaded to stick to the Iran deal, or still can be persuaded? To both of you, do you think that Iran is sticking to its side of that agreement? And if President Trump does reimpose sanctions on Iran or withdraws from the agreement completely after May the 12th, what do you think will happen next? President Macron first, perhaps? Very good. Well, you've been last in Washington, but you go. You're the host. I mean, you're the one to decide. Okay, well, firstly, I'll answer the third question, and then since President Macron has been addressed a question to him about his visit to Washington, I won't. We believe the JCPOA is the best option we have available, and we support its continuance. So that's our policy, number one. Number two, you're asking me to speculate on what might happen if the United States does not continue with it after the 12th of May. Great respect, that is for you to speculate. I'm not going to hypothesize about that. But as to the President's perceptions on Washington, I'll turn over to the President. Briefly, Prime Minister, do you think Iran is sticking to its side of the agreement? I'm not going to comment on that right now, but I said I'm not going to speculate. But we do believe that the continuance of the JCPOA is the best available option. I have to say, my job is not to speculate as well, because we pretty much have the same. First, the JCPOA was a very important negotiation, and is the best way to monitor the current nuclear activity of the Iranian government, the Iranian regime. And I think this important was negotiated by our countries. US was involved, and obviously France. That's why, first, as we negotiated it, we signed it, it's good to respect it. And that's, for me, a good beginning. Is it sufficient or not? My view is that it's not sufficient. I made it very clear last September at the United Nations. I repeated it, and I constantly discussed that with President Trump. I think we have to complete this agreement with 3 additional pillars. One about the nuclear activity post-2025. Second, in order to have a better control and monitoring of the ballistic activity of the Iranian regime. Third, in order to have an actual containment of the Iranian activity in the region, especially Iraq, Iran, Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen. Having said that, that's why I proposed to negotiate a sort of broader comprehensive deal to the President of the United States, and he expressed himself very positively about the fact to negotiate this more comprehensive new framework agreement with the Iranian regime. I had the opportunity during the past days to exchange about that with President Putin, with President Rouhani, and I'm not here to speculate. I don't know what the US President will decide the 12th of May. I just want to say, whatever the decision will be, we will have to prepare such a broader negotiation and a broader deal.
because I think nobody wants a war in the region, and nobody wants an escalation in terms of tension in the region. France is very much attached to the stability of the overall region, is very much attached to the security of its allies. That's why we want to work on these new negotiations in a strong coordination with Germany and United Kingdom. We will work very actively in order to convince everybody to have, in the coming days, weeks and months, such a negotiation, which is the only way to progress and stabilize the region. Thank you, Mr. President. The next question is from Christophe Mallet. Bonjour, Mr. Prime Minister, bonjour, Monsieur le Président. Une question sur le libre-échange entre l'Australie et l'Europe. Ça semble prendre un petit peu plus de temps que prévu. Pourquoi, tout d'abord? Et est-ce que en quoi cela diffère de l'attitude américaine de protectionnisme, surtout quand on sait à quel point l'Australie a investi avec les sous-marins en France, en Europe? Est-ce que c'est vraiment fair play tout ça? Je vous confirme que les délais évoqués seront les délais tenus, et la France sera favorable à un mandat de négociation dans les prochaines semaines, dès qu'il sera évoqué au Conseil. Donc il n'y a pas de perte de temps ou de délai supplémentaire, précisément parce que nous avons aussi trouvé les voies et moyens de répondre à ce qui était nos interrogations, et dans les échanges qu'il y a eu avec l'Australie, un engagement fort, d'abord pour préserver les intérêts des territoires français dans la région, et je crois que notre volonté aussi à travers ce partenariat stratégique et les actions que nous conduisons et que nous allons conduire, nous avons une volonté, si je puis dire, proactive, optimiste, qui est de donner toutes les voies et moyens à nos territoires, en particulier, je pense à la Nouvelle-Calédonie, où je serai donc dès demain, eh bien, de réussir pleinement en matière de développement économique, de pêche, de tourisme, indépendamment de toute négociation à venir. Ensuite, nous avons eu des échanges très concrets sur les sujets agricoles qui nous réassurent pleinement, compte tenu aussi de la réalité du commerce entre la France et l'Australie sur ce sujet. L'Australie est une puissance qui est importatrice aujourd'hui de l'agriculture française. Enfin, parce que l'engagement climatique du Premier ministre a permis de rester attaché à un élément qui pour moi est très important, c'est que nos accords commerciaux à venir puissent être cohérents avec notre engagement climatique. Aussi, je vous dis très clairement que la France sera en faveur du mandat qui sera donné donc de négociation à la Commission européenne. Et cela s'inscrit dans une vision commune que nous avons du commerce international, un commerce libre et juste. Et je crois pouvoir dire que nos deux pays ne considèrent pas que la guerre commerciale ou les tensions puissent servir à la fois nos intérêts comme nos valeurs. Et donc c'est dans cet esprit, ce respect du multilatéralisme commercial et des règles que nous avons contribué à créer que nous inscrivons cette négociation. Thank you. I think the next question is from Phil Williams. Welcome to Australia. It's great to see a French president come here that actually wanted to come here and not just turn up for G20. It's a great welcome to you. Just wanted to ask, do you share Australia's concern about increasing Chinese influence in the Pacific? Did you discuss it? If so, what are the solutions? And Prime Minister, in your discussions that included that topic, I assume, can you shed any light on what approach you might take, joint approach you might take to tackle that issue? Of course, also in the relevance, of course, extra relevance, of course, with New Caledonia possibly leaving the French family to some degree. Well, can I respond in this way? We welcome the economic rise of China. China's rise has been unprecedented in both in its scale and pace in all of human history. Hundreds of millions of people have been lifted out of poverty, and not just in China. That economic rise, that growth has been enabled and made possible by a rules-based order in our region. The peace, relative harmony in our region has been enabled by the adherence to the rule of law. And referring back to what I said about Lee Kuan Yew, a rule of law which says that might is not right, that the big fish cannot eat the little fish and the little fish eat the shrimps. That is absolutely critical. Now,
That rule of law is what we, and that rules-based international order, Phil, is what we seek. Our policy is seek to maintain that in our region, and everyone, every participant in the region, from the big fish to the little fish to the shrimps, will benefit from it. That is the critical objective. So we welcome further Chinese investment in our region. We welcome the benefits of the growth of China, but of course we are committed to the maintenance of the rules-based international order, to good governance, strong standards that will enable us all to continue this remarkable arc of prosperity that has been enabled by that rule of law. Mr. President. First of all, let me start by saying I'm a big defender of shrimps, and especially New Caledonian shrimp. So it's very much important in the context. Having said that, I do share Mr. Prime Minister's view. I mean, there is nothing against or vis-à-vis China, and in reaction to the Chinese race. I think Chinese race is a very good news for everybody because it's good for China itself, for its middle classes, and it's good for, the global growth and the regional growth. Now, what's important is to preserve a rule-based development in the region, and especially in Indo-Pacific region, and is to preserve the necessary balances in the region. And it's important with precisely this new context, not to have any hegemony in the region. And that's why, for me, this partnership is a very important way to progress, because altogether with India and other partners, this is not an initiative against or in reaction to. That's a positive initiative to say we have something in common. We do want to favor free movement in the region, free movement in Indo-Pacific region. We do want to preserve our common sovereignty, our liberty of freedom, to take your expression last June in Paris. And that's why this initiative, from a geopolitical, a defense, an economic, a scientific, an education and health point of view is very much important. So for me, this is a very good news, but now this new organization we have all together is consistent with the new order, precisely to preserve balance in the region and the full respect of this rule of law. The implication is China is not playing by the rules. What can you do to get them to play by the rules? What can you do to encourage that? Well, Phil, can I just say that's you're making that assertion. I stand by what I've said. I'm sure the President stands by what he said. The rules-based order in our region is what has enabled this remarkable growth in prosperity. And that's what we're committed to, and that's vital for all of us, for every country, the big fish, the little fish, and the shrimps, for it to be maintained. So thank you all very much, Mr. President. You have to go to a lunch with the French community in Sydney, who will be waiting for you with anticipation and joy, I know. For the French gastronomy, the French winery, but I wanted to thank you for your welcome. Thank you and your delicious wife for your warm welcome, the perfect organization of this trip. Thanks to you on this. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Thank you very much.